l'a largement commenté, l'évolution depuis le début de l'année de Wall Street, qui ne se passe pas véritablement comme on l'attendait. Mais ça ne décourage pas certains de s'introduire en bourse, et c'est le cas de Klarna. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Déjà petite présentation, petite bio, petit CV express de Klarna pour ceux qui ne connaissent pas, même si le nom de la société n'est pas inconnu à certains actionnaires, notamment les actionnaires de Téléperformance. Ouais, on va en parler. Bah oui, Klarna, petite présentation express, fintech suédoise fondée en 2005 par Sebastian Simiatowski et Nicolas Adalbert, siège à Stockholm. Elle dispose d'ailleurs d'une licence bancaire depuis 2018, c'est Klarna Bank. Et pour l'anecdote, Klarna, je ne sais pas si je le prononce en suédois, ça veut dire clarifier, rendre plus clair. Et le principe de cette fintech, c'est finalement de s'intercaler entre le commerçant et le client, l'acheteur, pour prendre en charge les paiements, proposer des facilités, notamment des microcrédits et tout un tas d'autres services, mais c'est essentiellement ça le paiement la promesse. C'est le paiement fractionné, c'est ce qu'on appelle le BNPL, le Buy Now, Pay Later. Absolument, donc on achète maintenant et on paye plus tard, et cette tendance-là, David, ça marche super bien. J'ai regardé les chiffres hier, effectivement. Une part de marché mondial qui est passée de 0,4% en 2016 à quand même 5% en 2023, des transactions mondiales qui devraient augmenter encore de plus de 400 milliards d'euros entre 2021 et 2026. On avait une étude Kantar de 2023, alors c'est pas tout récent, mais ça quand même montre un petit peu la tendance de ce phénomène qui révélait que au niveau européen, eh bien 68% des Européens avaient recours aujourd'hui aux paiements différés, fractionnés, 40% des utilisateurs européens qui font plus de 8 achats par an, payés en plusieurs fois, donc on voit quand même que c'est bien rentré dans les mœurs. En France, vous allez me dire, eh bien, ce sont 70% des personnes qui utilisent des facilités de paiement, 70%, donc quand même les deux tiers, 44% qui en font un usage récurrent. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le montant, ce que ça concerne. 55% des Français notamment, eh ben, le paiement en plusieurs fois est le plus souvent envisagé pour des achats inférieurs à 500 €. Ça nous dit aussi quand même quelque chose du niveau de vie, et on en reparlera peut-être justement en fin de cette chronique pour les problèmes et en tout cas les enjeux aussi que ce microcrédit représente. Laurent, du coup, je vois plus le lien avec Téléperformance. Téléperformance, bah oui, si, pourquoi les actionnaires de Téléperformance connaissent Klarna de façon très indirecte? C'est parce que, souvenez-vous, il y a une communication de la FinTech, c'était en février dernier, elle a fortement fait chuter le titre du groupe français, et pour cause. Dans un communiqué, Klarna avait expliqué qu'elle avait déployé son assistant IA basé sur le modèle d'OpenAI et qu'il avait fourni des résultats exceptionnels. Hein. Il avait géré, alors c'est la communication de Klarna à l'époque, les 2/3 des discussions, rempli le travail d'équivalent de 700 agents à temps plein avec des scores de satisfaction identiques. On va dire on est un peu loin de la balle. Non, ce que ça nous montre surtout, c'est que, voilà, société qui est basée sur l'innovation, y compris d'ailleurs sur cette partie d'aide aux clients, ça va aussi avoir un effet sur la rentabilité de Klarna. C'est aussi pour ça que c'est important, au-delà de l'épiphénomène, puisque les gens, en fait, pour expliquer jusqu'au bout l'histoire, les actionnaires de Téléperformance s'étaient dit, mince, si effectivement une start-up, une fintech est capable de remplacer la moitié de son personnel en 2 temps 3 mouvements, qu'est-ce que ça dit dans dans les call centers, qu'est-ce que ça dit du modèle de Téléperformance? Voilà, il y a des mots magiques, hein, fintech, intelligence artificielle, innovation, rien qu'avec ces 3 mots-là totalement magiques, on se dit que la valorisation doit être astronomique. Avant même d'arriver sur le marché. Ouais, alors ça a été les montagnes russes. Elle l'a été. Jusqu'à. Elle l'est un peu moins. Bah, on va voir. En fait, ça a été un temps la start-up la plus chère d'Europe. Pensez donc qu'on était à un petit peu plus de 45 milliards de dollars de valorisation. C'était en 2021. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on a décrit à longueur de temps sur Ecorama, la remontée des taux, notamment, qui a pénalisé, vous savez, hein, les cash flows présents sont toujours plus intéressants que les cash flows futurs. Donc, ça a été vraiment très, très compliqué pour toutes ces jeunes sociétés. Et puis, on se retrouve finalement à une levée de fonds en 2022 qui valorise la FinTech à, David, 6,7 milliards. Donc on est passé de 45,6 à 6,7. Et puis en 2024, il y a un petit élément qui est venu un peu réévaluer, c'est qu'on sait qu'un des actionnaires du groupe, c'est le fonds britannique Chrysalis, qui a en fait déclaré dans ses comptes qu'il augmentait la valeur comptable de sa participation dans Klarna.
Je ne vous donne pas le détail des millions de livres, mais c'est revenu à dire que finalement, la valorisation était plutôt autour de 14,5, 14,6 milliards de dollars. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui sur la valorisation de la FinTech. Donc la prochaine étape, c'est donc cette introduction en vue sur le marché américain qui a été évoquée. À plusieurs reprises, puis repoussé. Donc on en est où là? On est là. Et c'est intéressant parce que c'est pas les seuls. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de groupes, notamment qui veulent ce côté à Wall Street, qui l'ont évoqué à plusieurs reprises l'année dernière en donnant un calendrier pas complètement figé. On va en reparler là aussi. Donc oui, c'est fait. Elle a déposé la demande d'IPO vendredi aux États-Unis. Bon, c'est quand même l'une des opérations les plus importantes pour une société financière. Sur le montant, Klarna cherche à lever à peu près 1 milliard de dollars, ce qui les valoriserait autour, là aussi, voilà, un petit peu plus de 15 milliards de dollars. Sur les 15. Voilà, on est à peu près sur les 15 milliards de dollars avec les chiffres récents. Bon, on voit évidemment l'intérêt. Après, est-ce que ce business model, est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il y a de la rentabilité? C'est toujours la question. C'est-à-dire que quelquefois, vous l'avez dit, il y a tous les buzzwords qui vont bien. Il y a de la croissance, il y a de l'IA, il y a de la FinTech, on est dans les paiements, c'est très bien. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que le Suédois n'est pas resté les mains dans les poches. Déjà parce que il y a ce travail, effectivement, sur l'IA. On sait que c'est aussi un des enjeux d'être le plus rentable possible, d'être capable d'être uniquement sur les sujets à valeur et d'être capable de rentabiliser les autres. Donc ça, c'est déjà quand même, c'est pas un épiphénomène, c'est important. Et puis, on sait que Klarna a noué des partenariats stratégiques. On a Apple Pay en octobre, Google Pay en novembre. Il y a des accords avec des spécialistes du paiement, Adyen, WorldPay. Il y a des contrats avec des groupes comme Nike, comme Sephora, comme Airbnb. Et puis, on a même appris hier, David, je ne sais pas si vous avez passé l'info, que Affirm, qui est un concurrent de Klarna, eh bien, les actions chutaient parce que finalement, c'est Klarna qui va reprendre une partie de l'activité de paiement fractionné du géant de la distribution américain Walmart. Donc ça, c'est pas mal. Question gros sous, question finance, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, on a renoué avec la rentabilité après 4 années où ça avait été un petit peu plus difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un chiffre d'affaires de 2,81 milliards de dollars, un bénéfice net de 21 millions, c'est pas énorme. Mais il faut se dire qu'on était en perte de 244 millions l'année précédente, donc c'est mieux, c'est mieux. Et puis, au niveau un petit peu des indicateurs de l'importance du groupe, on a quoi? 93 millions de consommateurs actifs, 675 000 commerçants répartis dans 26 pays et 105 milliards de dollars de volume brut de marchandises. Alors ça, c'est une métrique qui indique un petit peu tout ce qui est traité grâce, effectivement, au service de Klarna. Bon, on se dit quoi, là, pour ceux qui nous regardent? On est sur Boursorama, on regarde ça comme une opportunité d'investissement parce qu'il faut sortir ses sous, ou on se dit que c'est une espèce de baromètre, de thermomètre de l'appétit des investisseurs pour la tech et les fintech en particulier? Vous savez, David, on a souvent fait un petit peu les chroniques des introductions annoncées à Wall Street, et ce qu'il en ressort, c'est qu'il ne faut jamais trop se presser. Ça, c'est quand même une première chose, puisque on voit souvent que même si ce n'est pas forcément aussi flagrant qu'en France, les parcours sont un petit peu compliqués. Il y a 2 éléments à prendre en compte, là, à mon avis, sur Klarna. C'est déjà 2 aspects. Le premier est la concurrence. C'est un domaine qui est très, très, très concurrentiel. On a parlé d'Affirm, il y en a d'autres. On pourrait parler d'Afterpay. On pourrait parler aussi, tiens, ne l'oublions pas, PayPal, puisqu'aujourd'hui, effectivement, c'est une des fonctionnalités, le 4 fois sans frais, qui est proposé assez facilement par PayPal. Donc déjà ça, un environnement concurrentiel qui est compliqué. Il y a d'autres acteurs qui pourraient arriver. Il y a des gros qui pourraient se bouger. Donc il va falloir être capable d'expliquer qu'on est très dynamique sur les partenariats, sur l'innovation, sur la rentabilité. Il faudra être le meilleur. Un petit parallèle, on parlait d'Affirm, le groupe il a été introduit à 49 $, aujourd'hui il est vers les 45 avec des hauts et des bas, donc quelqu'un qui aurait participé à l'introduction n'aurait pas gagné d'argent à l'heure actuelle. Donc ça c'est un point important. Et puis il y a l'autre point qui est celui un petit peu, c'est celui que j'évoquais au début de ce que ça incite aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui réglementairement on pourrait se dire que tout ça, alors qu'on surveille l'endettement notamment des particuliers, des ménages, c'est un point à réglementer un petit peu plus. Juste pour vous donner une indication, à partir de fin 2026, on a notamment sur la partie européenne, même si c'est pas le principal business de Klarna qui sera plutôt aux États-Unis, mais ça peut quand même jouer. Fin 2026, transposition d'une directive européenne qui vise à réguler justement les conditions d'octroi de ces mini-crédits avec plus de transparence, plus d'obligations, parce que ça peut effectivement entraîner des gens dans la surconsommation, dans le surendettement. Donc il se peut que si le phénomène continue à se développer, ce soit effectivement regardé d'un petit peu plus près. Donc ça aussi, c'est quand même un risque qui pèse sur l'activité. Donc
pas d'urgence, on va regarder ce que ça donne, mais sur... pas hyper chaud. Hein. Non, mais je trouve que c'est une boîte super intéressante. Après, on voit bien effectivement les yo-yo qui a fait sa valorisation, donc c'est quand même intéressant qu'on estime que quelque chose qui va... faire rentrer sur 15 milliards que 45. Exactement. En revanche, vous l'avez dit, ça va être très intéressant parce que il y a beaucoup de monde qui envisage une introduction à Wall Street. On voit que les vents sont un petit peu contraires. On va voir s'il y a de l'appétit, on va voir si ça rencontre les investisseurs. Il y a deux gros morceaux, entre guillemets, qui ne sont pas strictement comparables à l'activité de Klarna, qui sont Chime et Stripe, dont on parle aussi beaucoup. Alors c'est pareil, ils expliquent qu'ils ne sont pas pressés, que voilà, mais on évoquait quelque chose dans le courant du second semestre 2025. Ça pourrait donner le ton, quoi. Ça pourrait donner le ton. On espère que ça va bien se passer. C'est pour quand d'ailleurs, parce qu'il y a une demande d'IPO aux États-Unis là, donc vendredi. Oui. Ça pourrait arriver. Là, j'ai pas forcément les dates, mais c'est imminent, quoi. C'est dans les semaines qui viennent. Donc, ça va être intéressant de regarder. Est-ce que ça marche? Comment se comporte le titre pendant les premières séances, pendant la première séance? Et puis, est-ce que ça donne aussi envie aux autres de suivre l'exemple? Eh ben, on en reparlera au moment où la boîte s'introduira. S'introduira sur le marché américain. Merci beaucoup. Merci David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.